Chaque semaine dans La Voix est libre, les personnalités qui font la région viennent passer 45 minutes avec nous. Bonjour, merci d'avoir choisi France 3. Notre invité, lui, il aimerait bien la présider, la région. Bonjour, Michel Barnier. Bonjour et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être là. Si je rentre dans le détail de votre carrière politique, on va y passer toute l'émission. Mais disons pas trop de temps, il faut regarder plutôt devant que derrière. Quand même, on va repréciser un peu. Carrière à 3 niveaux, localement, président du Conseil général de Savoie, ancien. Vous avez été plus jeune député de France, mais ça date pas d'hier. Ça, c'est un titre qu'on perd assez vite. Hein. Quand on est le Benjamin, C'était en 78 en l'occurrence. Et puis, tout le monde s'en souvient, vous étiez évidemment la cheville ouvrière des Jeux Olympiques de 92 à Albertville. Pas tout seul, avec Jean-Claude Killy et plus de 8000 personnes. Hein. Nationalement, vous êtes un des très rares hommes politiques à avoir été ministre sous 3 présidents. Mitterrand, Chirac et Sarkozy, avec des portefeuilles importants. Mitterrand en cohabitation. Oui, bien sûr. Car vous êtes UMP, M. Barnier, oui, évidemment. On a bien travaillé ensemble, y compris pour les Jeux Olympiques à cette époque. Affaires européennes, environnement, agriculture, affaires étrangères également. Et puis l'Europe a été bien sûr toujours un de vos grands chevaux de bataille. Vous avez été député européen et à 2 reprises, ce qui est assez exceptionnel également, commissaire européen, c'est-à-dire le représentant de la France à la Commission européenne. Non, excusez-moi. C'est précisément le contraire. Un commissaire européen ne représente pas son pays. Un commissaire européen, il participe à une commission qui défend l'intérêt général européen. Et même la première chose qu'on fait quand on devient commissaire, c'est de prêter serment devant la Cour de justice, d'être indépendant des intérêts privés, ce qui est la moindre des choses, et des intérêts nationaux. Ah oui. Ceux qui défendent la France et qui la représentent, ce sont les ministres français et les députés européens. Au Conseil. Néanmoins, il n'y a qu'un commissaire européen par pays. Et c'était vous, encore très récemment, jusqu'à la semaine dernière, puisque vous venez de la quitter, la Commission européenne, remplacée par Pierre Moscovici. De l'Europe, de la région, on va en parler avec vous, bien évidemment, mais aussi de cet énorme projet qui est à la fois régional et européen. La ligne ferroviaire Lyon-Turin, son principal opposant, côté français, nous rejoindra tout à l'heure. Mais d'abord, cette information qui est tombée jeudi et qui scandalise l'Europe, ce qu'on appelle déjà le LuxLeaks. Le Monde et 39 autres médias étrangers révèlent cet accord secret d'optimisation fiscale signé entre le Luxembourg et 340 grandes sociétés. Pas illégal, mais à la moralité peut-être un peu douteuse, puisqu'il consiste à échapper le plus possible à l'impôt dans les autres pays de l'Union en installant des filiales au Luxembourg. La Commission européenne fait pression sur le Grand-Duché d'ailleurs pour qu'il modifie sa législation, même si son nouveau président de la Commission, Jean-Claude Juncker, était Premier ministre du Luxembourg quand ces accords ont été signés. D'abord, est-ce que vous étiez au courant, vous, M. Barnier, que cet accord existait ? Non, je n'étais pas au courant. C'est un sujet qui touche davantage à la concurrence et à la fiscalité. Il y avait 2 de mes collègues qui suivaient ces questions, il faudrait les interroger. Maintenant que vous me demandiez si je suis informé que le Luxembourg est un pays qui favorise l'optimisation fiscale par une fiscalité différente, oui, il y en a d'autres, d'ailleurs l'Irlande par exemple. D'ailleurs, ça me conduit à dire qu'un des grands chantiers pour la nouvelle commission, c'est-à-dire le travail du nouveau commissaire à la fiscalité, qui est français, qui ne représente pas la France, mais qui est français, Pierre Moscovici, Monsieur Moscovici. Ça sera de travailler à l'harmonisation fiscale. Parce que moi, je pense que le marché unique, il est inachevé aussi longtemps qu'on a de la concurrence fiscale entre nous, ce qui favorise précisément ce genre de situation. Ça vous choque, cet accord secret ? Bien sûr, mais bien sûr que ça me choque, parce que vous avez parlé de morale. Parce que ça en fait des milliards d'euros qui ont échappé à des pays de l'Union qui en ont besoin. Ça me choque d'autant plus que c'est de l'impôt qui échappe au budget public, en même temps qu'on demande des efforts à tout le monde. Donc c'est pas normal. Et c'est même quelquefois assez scandaleux. Je veux rappeler d'ailleurs que pendant les 5 dernières années, comme commissaire européen, j'ai été en charge de la régulation financière, de tirer les leçons de la crise. J'ai présenté 41 lois de régulation financière. D'ailleurs, à Bruxelles et à Strasbourg, tout le monde me donne acte de ce travail. Pour que chaque marché financier, chaque produit financier, chaque acteur financier soit désormais couvert par une régulation publique et une supervision efficace. Remettre de l'ordre, remettre de la transparence, remettre, j'allais dire, de la morale ou de l'éthique là où elles avaient disparu, ça a été mon travail pendant 5 ans. Je pense qu'une grande partie de ce travail est réalisée. Et parmi toutes ces lois, il y en a d'ailleurs une... Mais c'est un vœu pieux, cette harmonisation fiscale. Non, excusez-moi. Parce que c'est compliqué à faire. Ce que j'ai fait, c'est pas un vœu pieux. Mardi dernier, il y a à peine 7 jours, est rentrée en vigueur l'union bancaire qui va permettre de superviser les 6000 banques de la zone euro de manière intégrée via la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est pas un vœu pieux. L'harmonisation fiscale, c'est pas un vœu pieux. La chute, enfin, du secret bancaire n'est pas un vœu pieux, y compris avec le Luxembourg ou la Suisse qui ont fait des efforts ou qui ont été obligés de faire des efforts. Donc ça avance et ça progresse. Je voudrais qu'on écoute quelques réactions à propos de cette affaire, celle d'une des journalistes du Monde, auteur de cette enquête, et puis les 2 principaux intéressés, le nouveau président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et l'actuel ministre des Finances du Luxembourg.
C'est légal, mais effectivement, c'est quand même immoral. On parle de beaucoup d'argent qui n'est pas payé. Et surtout, quand on compare en fait, avec les petites entreprises ou les citoyens qui, eux, payent beaucoup d'impôts, il y a vraiment un traitement de faveur qui est accordé aux entreprises multinationales. Je m'abstiendrai d'intervenir dans ce dossier, puisque c'est un dossier qui relève de la commissaire chargée de la concurrence. Je m'étonne qu'on se concentre exclusivement sur le Luxembourg, mais c'est peut-être dû au fait que les informations qui ont été illégalement mises en circuit proviennent du Luxembourg. Mais je suis tout à fait conscient que c'est un problème qui dépasse largement nos frontières. À l'époque où ces accords secrets ont été signés, Jean-Claude Juncker était le Premier ministre du Luxembourg. Est-ce qu'en tant que président de la Commission européenne, la révélation de cette affaire le fragilise ? Moi, je ne ferai pas de procès d'attention à Jean-Claude Juncker. Je le connais bien. C'est un homme qui a de l'expérience, qui est un homme droit. Et donc, je ne vais pas lui faire de procès d'attention. Ce qu'on attend de la Commission européenne maintenant, c'est qu'elle travaille précisément pour que ce genre de situation ne se produise plus. Avec l'homme qui a signé cet accord, on est bien d'accord. Oui, mais je dis, je ne ferai pas de procès d'attention. Je lui fais confiance pour prendre des décisions difficiles qu'il devra faire prendre à la Commission et pour lesquelles il devra convaincre les ministres et les députés européens. Prenons un exemple. Dans le marché unique, il y a 28 pays. 28 bases différentes de l'impôt sur les sociétés. Dans la zone euro, 18 bases, ça ne peut pas durer. Donc il faut, sur ces sujets-là, harmoniser. C'est le plus difficile des sujets, parce que ce sujet, il ne progresse qu'à l'unanimité des ministres. Il faut que tous les ministres soient d'accord, parce qu'un d'entre eux peut bloquer tous les autres. Voilà donc pourquoi la tâche est difficile, mais en même temps, moi je pense que cette affaire, elle révèle l'exigence d'harmoniser la fiscalité à l'intérieur du marché unique. Je vais vous poser une question un peu personnelle. Est-ce que vous avez eu un petit coup au cœur quand vous avez quitté Berlaymont la semaine dernière, c'est-à-dire le siège de la Commission européenne où vous étiez depuis 5 ans ? Mais bien sûr que j'ai eu de l'émotion. Toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, la Direction générale du marché intérieur, mon propre cabinet, une petite équipe de 8 personnes, 5 nationalités, des gens de gauche et de droite d'ailleurs, c'est comme ça qu'on travaille à Bruxelles, ils étaient tous, comment dirais-je, tristes et fiers. Voilà le sentiment que j'ai ressenti. Et que j'avais moi-même, au fond de mon cœur, triste et fier. On était triste de se séparer, mais c'est la vie politique, c'est la règle du jeu. Ça a été 5 ans très passionnantes, très exigeantes. Et en même temps, on était fiers du travail qu'on a fait parce que je pense qu'on a bien servi l'intérêt général. Il n'y a pas si longtemps, vous pensiez pouvoir accéder à la présidence de la Commission européenne. Il y a eu un vote interne au sein du PPE, le Parti populaire européen. Face à M. Juncker. Face à M. Juncker, oui, qui a gagné. C'est pour ça que lui est qui président a gardé de la loyalement. Commission. J'ai fait 40% des vols, en effet 60, voilà. Qu'est-ce qui a manqué ? Il m'a manqué le soutien de l'Allemagne, de la CDU, qui a préféré M. Juncker et de quelques autres pays. Mais ce débat a été loyal et je n'ai pas de regrets. Maintenant, encore une fois, il faut regarder devant soi. Alors, je parlais tout à l'heure de votre très riche carrière politique. C'est la première fois, finalement, que vous vous retrouvez sans activité importante, sans mandat, sans être commissaire européen. Non, ce n'est pas la première fois, excusez-moi. Quand j'ai quitté le ministère des Affaires étrangères, en 2005, après le référendum, je n'avais pas de mandat. Voilà. Je suis rentré au Conseil d'État. Et puis après, quelques temps plus tard, dans le privé, aux côtés d'Alain Mérieux, j'ai eu mon bureau dans le centre de Lyon pendant 1 an et demi. Donc voilà. Vous vous lancez C'est une expérience très intéressante quand on est un politique et qui n'est pas assez courante, le temps de la réflexion. C'est de passer un peu de temps dans le secteur privé, dans des entreprises. Et j'ai appris ce qu'était une grande entreprise. Bien sûr, elle est lyonnaise et rhône-alpine, mais beaucoup plus que ça. Et surtout avec un grand patron comme Alain Mérieux. Mais là, vous n'allez pas le faire, car là, vous êtes reparti sur un combat politique qui est celui de la région Rhône-Alpes. Vous avez donc annoncé il y a quelques jours que vous seriez candidat à la présidence de la future grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Est-ce que c'est vraiment par conviction ou c'est un peu par dépit ? Vous vouliez être président de la commission, ça n'a pas marqué, ça n'a pas marché, alors maintenant vous me connaissez partez pas sur bien, Rhône-Alpes. Vous ne me connaissez pas bien, on va voir l'occasion. Mais ceux qui me connaissent ici savent que je ne fonctionne pas au dépit, ni à la nostalgie, ni à l'amertume. Je suis un homme politique, je me pose la question, est-ce que je peux être utile ? Je suis né ici, à Grenoble. J'ai vécu une grande partie de ma vie en Savoie. J'ai été élu au suffrage universel à 22 ans. Personne ne remet en cause le fait que vous soyez Rhône-Alpes, monsieur Barnier. Non, mais bien sûr, mais j'aime cette région et c'est là que j'ai envie d'être utile. Voilà. Et j'ai une autre raison que je vais vous dire et dire à ceux qui nous font l'amitié de nous écouter. Ce pays ne va pas bien. Et ça ne date pas de 3 ans. Il est trop centralisé. Il est plein de rhumatisme. Il est trop conservateur. Une partie de la réponse, une grande partie de la réponse à ces problèmes-là, ils viendront des territoires. Ils viendront des communes, des territoires, des agglomérations et du bas.
Et donc c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie à l'échelle d'une grande région, d'une très grande région, qui va être difficile à unifier, difficile à gérer. 8 millions d'habitants, il faut pratiquement 7 heures de voiture pour aller de Montluçon au sud de la Drôme. C'est plus grand que le Danemark. Hein. Oui, et plus grand que la Suisse. Donc ça va être difficile. C'est aussi pourquoi je fais la proposition de, si on me fait confiance, d'être président à temps plein de cette région, de m'y consacrer totalement. À quel moment, M. Barnier, vous avez pris la décision de vous présenter? Vous l'avez annoncé il y a une quinzaine de jours à peu près, mais à quel moment vous avez pris la décision de vous présenter? Mais au printemps, quand j'ai su que je ne serais plus utile à Bruxelles, je me suis dit à quoi je peux être utile. C'est ça la question qu'on doit se poser. Je pense que vous la posez aussi vous-même, comme journaliste. Donc je me suis posé cette question, à quoi je peux être utile? J'ai l'énergie, j'ai l'expérience, j'ai cet attachement définitif à cette région. Je suis plutôt un homme de projet. Moi, je ne suis pas à l'aise dans les querelles partisanes, politiques, personnelles. J'aime pas les petites phrases, il faudra vous y faire. Je bâtis des projets, j'aime bien réunir des gens de gauche, de droite ou du centre, parfois des écologistes aussi, sur des projets communs. On relève la ligne d'horizon et on travaille ensemble. C'est créer du progrès, c'est ça la politique. Vous n'aimez pas les querelles politiciennes, malheureusement. Pour vous, il va y en avoir une, vraisemblablement. Vous êtes en une perche, là. Le problème, oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas tout seul à l'UMP à briguer la présidence de cette grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Il y a aussi Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, 39 ans seulement, déjà 4 fois ministre, dont les affaires européennes, d'ailleurs, comme vous, député maire du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, animateur du mouvement La Droite Sociale au sein de l'UMP. Plutôt proche de Nicolas Sarkozy, qu'il soutient. Alors, il n'est pas encore officiellement déclaré, Laurent Wauquiez, mais il a déjà commencé à préparer le terrain, notamment beaucoup de ralliements, en particulier de tous les parlementaires du département de la Loire. Est-ce que c'est une concurrence que vous craignez, celle de M. Wauquiez? Moi, je ne crains pas de concurrence. Et je ne vais pas passer trop de temps à parler d'autres candidats, style dans mon propre parti. Je trouve d'ailleurs très stimulant. Ça va se jouer entre vous deux. On verra bien comment ça se joue. C'est les électeurs qui trancheront, les citoyens. Je trouve très stimulant et très positif que cette très grande région, cet enjeu régional, suscite de l'intérêt, des candidatures, de l'enthousiasme. C'est très bien. Et moi, pour il n'y a pas d'exclusif. Simplement, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai fait une proposition, celle de conduire des listes, 13 listes, dans 12 départements, plus le Grand Lyon, qui réuniront les gens de l'UMP, mes amis aussi du centre, peut-être d'autres venus de la société civile, de Modem et Nouveau Centre, de l'UDI, des élus peut-être qui viendront d'autres horizons. Je n'ai pas d'exclusif. Pour vous, Wauquiez, il est trop clivant, trop à droite? Je ne vais pas parler de temps, vous ne me ferez pas parler des autres, je n'ai pas envie de parler des autres. Je veux parler de ma proposition, de l'état d'esprit qui est le mien, une majorité plurielle et cohérente. Cette région a besoin d'une majorité qui gouverne, mais qui soit une majorité ouverte, qui ne pratique pas le sectarisme. Et j'ai envie de parler de mon projet, de ce pourquoi cette région a besoin d'un nouvel élan. Voilà. Je vous parle quand même un instant du sondage de Laurent Wauquiez, de la droite sociale en tout cas, qui dit que, a priori, c'est un sondage Opinionway, début octobre, qui dit que les militants de droite, vous préférerez Laurent Wauquiez à vous-même à 56% contre 43%. Oui, on verra bien. C'est un sondage qu'il a lui-même demandé. Tout ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. 14 mois avant l'élection, ce n'est pas les sondages qui font l'élection, ce sont les citoyens. Et il y a les électeurs de l'UMP qui sont mes amis. Certains peuvent préférer un tel, d'autres un tel. Certains sont plus européens. L'autre jour, j'ai vu un député qui soutient un autre candidat et qui me dit « tu es trop européen ». Mais je lui dis « quel est le problème ?» Il peut y avoir sur les listes que je conduirai des gens qui sont très européens, des centristes, moi-même. Encore que moi, j'ai toujours été patriote et européen, je ne suis pas un BA de l'Europe. Et puis il peut y avoir des anti-européens, il peut y avoir des gens qui sont pour le mariage pour tous, d'autres qui sont contre le mariage pour tous. La question n'est pas là. La question est, est-ce qu'on est d'accord pour mener un projet régional de développement durable, économique, social, culturel? Oui ou non? Si on est d'accord sur ce projet, moi j'ai déjà conduit des équipes en Savoie, dans mes ministères, à Bruxelles, qui sont faits de gens qui n'ont pas les mêmes opinions, qui ne viennent pas du même endroit. Comment doit se faire la désignation du candidat de la droite pour les élections régionales de 2015? On verra bien d'abord s'il y a plusieurs candidats. Et puis moi, je suis partisan dans ce cas-là, s'il faut choisir, que ce soit à travers une primaire ouverte à tous les citoyens. Voilà ce que je pense. Pas une primaire interne à l'UMP. Comme une primaire ouverte à tous les citoyens. Parce que la proposition que je fais, vous l'avez bien compris, elle est de réunir au-delà de l'UMP, le centre et l'UMP et d'autres acteurs de la société civile et peut-être d'autres responsables qui viendront d'autres horizons et qui voudront travailler avec moi. Ce sera un des très gros dossiers sur le bureau du président de région, même si ça le dépasse largement, car c'est avant tout évidemment un dossier européen. La future liaison ferroviaire Lyon-Turin, avec la construction de cet incroyable tunnel sous les Alpes, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse en Italie, 56 km, un des plus grands tunnels jamais construits au monde, et forcément
un des plus chers. C'est bien là le problème, 8,5 milliards d'euros. On estime à 26 le coût total de ce projet. Ce Lyon-Turin, et le TGV Lyon-Turin qui va avec, est-il complètement disproportionné? Je vais demander à Daniel Ibanez de nous rejoindre. Bonjour Monsieur Ibanez, et merci d'être là. Vous êtes c'est un des principaux leaders, on peut le dire, des opposants au Lyon-Turin côté français, sachant aussi qu'il y a un vaste mouvement d'opposition de l'autre côté des Alpes, en Italie, beaucoup plus radical d'ailleurs, qu'on appelle les Notaves. Au contraire, vous, Michel Barnier, vous êtes un des plus grands défenseurs de ce Lyon-Turin. Dès la fin des années 80, vous avez défendu la création de cette liaison entre les deux grandes capitales régionales. Et vous l'êtes toujours aussi farouchement partisan de ce projet? Non, mais j'aime pas le mot de farouchement. J'ai vu un tweet fait par un ami de M. Ibanez qui dit « Barnier, défenseur acharné ». Moi, j'essaye d'être lucide, d'être réaliste, de regarder devant. Je sais le coût de ces équipements. J'essaie de voir... Très élevé. Hein. Oui, il est très élevé. Enfin, en tout cas, le tunnel de base, mais il y a d'autres tunnels. La Suisse construit d'autres tunnels aussi impressionnants. La question est posée depuis plusieurs années. Elle a été posée par la Convention alpine dans les années 80. Elle a été posée par le Grenelle de l'environnement auquel j'ai participé. C'est celle du transport modal. C'est celle de basculer le transport des camions qui sont sur les routes et qui polluent vers le train, pour les mettre sur le train. Et ça, c'est un choix stratégique. Alors, ça coûte cher. On peut faire des économies. On peut travailler sur les dessertes, la protection des riverains, la protection des terres agricoles. Moi, je suis ouvert à toutes ces discussions. Parce que je suis partisan d'une méthode que j'ai appliquée dans beaucoup de chantiers en Savoie, en Rhône-Alpes, comme ministre, y compris de chantiers écologiques. La Loire, par exemple, ou le tunnel du Somport à une certaine époque. Ce spectacle-là de camions innombrables n'est pas dans la durée. Pour les générations futures, il n'est pas supportable. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre, je vais vous dire très franchement, pourquoi des gens que je respecte, comme M. Ibanez, qui a ses convictions, elles sont toutes respectables, les écologistes, il a été présent sur une liste écologiste, qui étaient favorables à ce projet, s'y opposent aujourd'hui. Pour moi, c'est un mystère. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, s'agissant du transport modal, du basculement de ces camions qui polluent sur le rail, les écologistes ne sont pas favorables. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous êtes contre, M. Ibanez? C'est vrai, ça, c'est pas mieux de mettre les camions sur des trains? Tout le débat est là. Vous voyez, je porte un badge. La première ligne, c'est oui à l'utilisation de l'existant, M. Barnier. Oui à l'utilisation de l'existant. Qu'a-t-il été fait ces derniers temps? Les camions Euro 3 au Mont-Blanc, qui sont les plus polluants, payent moins cher en 2014 que ce qu'ils payaient en 2013 pour passer sous le tunnel. Pourquoi les ministères ont autorisé ce cadeau aux camions les plus polluants? Nous avons une ligne qui a une capacité de 22 millions de tonnes. Ce sont exactement... C'est quelle ligne? Précisons les choses. La ligne ferroviaire, les voies ferroviaires qui passent par Ambérieu et Culose, une ligne existante, qui a exactement les mêmes caractéristiques, plutôt plus favorables que celle qui passe au Brenner en Autriche ou que celle qui passe au Gotthard en Suisse. Cette ligne, comment elle va jusqu'à Turin ensuite? Elle passe par le Modane et ensuite elle redescend sur la vallée de Suse. Alors, je voudrais dire un mot de ce point-là qui est important. Cette ligne passe à 1100 mètres d'altitude. La ligne du Brenner passe à 1370 mètres d'altitude. La ligne du Gotthard passe à 1150 d'altitude. Suisses, hein. Ce ne sont pas les projets, ce sont les lignes existantes qui datent de 1867, qui datent de 1874 pour la Suisse. Ces lignes font aujourd'hui 17 millions de tonnes et 15 millions de tonnes, nous en faisons 3. Tous les rapports, j'ai ici des millions de rapports. Des rapports, tiens, celui-ci, le dernier date de 2014, M. Barnier. Et il est fait par Réseau Ferré de France, Réseau Ferré italien et l'Europe. Qu'est-ce qu'il dit? On peut utiliser la ligne existante tout de suite et faire une gare à Ambérieu. Le débat, juste pour terminer, c'est un débat de santé publique. C'est un débat de santé publique et on ne peut pas attendre 20 ans pour remettre ces camions sur le train. C'est possible tout de suite sur la voie existante. Et je vous demande juste une chose, M. Barnier, pourquoi ne le fait-on pas? Monsieur, je voudrais préciser, M. Ibanez, pour vous, clairement, hein, c'est un projet qui ne sert à rien. Non, je vous dis simplement, quand on parle d'utilité publique, quand on parle de santé publique... Vous dites on peut faire autrement, ça sert donc à rien de faire Lyon-Turin. Tout de suite. On ne peut pas attendre 20 ans pour parler d'utilité publique et de santé publique. D'abord, on n'a pas attendu que le tunnel soit fait. Il sera fait, le tunnel de base, dans 8, 10 ans, ou voire 12 ans. Donc on a le temps aussi de travailler sur d'autres sujets qui posent problème, comme les dessertes. Mais quand vous regardez la ligne ferroviaire, la navette qui a été mise en place, on n'a pas attendu pour la mettre entre Éton et Orbassano, qui commence à bien fonctionner. Ça prouve qu'on n'a pas attendu pour tenter de pousser les camions, et d'ailleurs maintenant plus les remorques
que l'ensemble du camion sur les trains. Et ça fonctionne. C'est pour ça que je pense que le choix stratégique de mettre les camions sur le train, 700 000 camions, pourraient être mis sur cette liaison fret, et c'est stratégique. Et encore une fois, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Là-dessus, vous semblez d'accord. La question, M. Ibanez dit, il y a une autre possibilité que Lyon-Turin. Elle n'est pas possible, on peut avoir un débat d'experts. Bien sûr qu'on peut aménager cette ligne, mais il n'y a pas besoin de l'aménager. Il y a eu 1 milliard de travaux de fait dessus, M. Barnier. Excusez-moi, tous les spécialistes que j'ai rencontrés, parce que je travaille sur cette question, non pas de manière acharnée ou fanatique. Mais depuis longtemps, en tout cas. Depuis longtemps et sérieusement, et parce que c'est un choix, et c'est un dossier qui n'est pas régional ou national, c'est un dossier européen. Ce qui justifie le fait que l'Union européenne, et j'ai été favorable à cela, finance le tunnel de base à 40%. Vous savez très bien que cette ligne du côté italien présente une pente de 6 pour 1000, qui ne permet pas de faire passer tous les convois, notamment les plus longs. Vous savez très bien que la ligne de Saint-André-le-Gaz, si on l'aménage, permet d'améliorer la situation existante, mais ne permet pas de faire passer beaucoup plus de camions. C'est précisément... Il n'y a pas un camion qui passe par Saint-André-le-Gaz, M. Barnier. Tout passe par Culose-en-Berrieux. Vous vous trompez, ce n'est pas cette ligne-là qui a été remise. Le pont de Culose a été remplacé en 2007 sous la signature de M. Duménil, actuel président de Lyon-Turin Ferroviaire. Il a été remplacé en 5 jours. Tous les ponts, toute la ligne sont faits. Vous avez même parlé de Saint-André-le-Gaz tout à l'heure. Donc, je voulais simplement vous dire que l'amélioration des lignes existantes peut se faire, mais qu'elle ne résout pas le problème auquel vous devriez vous intéresser, qui est celui des générations futures, de l'environnement, de la santé publique, en effet, dans les 20, 30 ou 40 ans. Quand on prend des décisions aussi lourdes, 8,5 milliards pour un tunnel de base, on verra le coût du chantier total, c'est pas pour demain matin, c'est pas pour dans 10 ans, c'est pour 30, 50, 100 ans. Et voilà pourquoi je pense que cette décision, vous devriez la soutenir. Vous devriez vous intéresser non seulement au coût de ce projet, mais à ce qu'on appelle en jargon techno les externalités. Ce que représente ce chantier, en plus de son coût, ou malgré son coût, en bénéfice pour la santé publique, pour la sécurité, pour l'environnement. Moi, je pense que ces sujets-là sont actuellement sous-estimés. C'est tous ces sujets-là que j'essaie de mettre Barnier, Monsieur Barnier, je vous propose une seule chose. Venez avec moi à Ambérieu. Allons ensemble visiter cette ligne, puisqu'il ne s'agit pas de la ligne de Saint-André-le-Gaz. Vous avez ici la déclaration de travaux sur l'ensemble de la ligne qui vient de Réseau Ferré de France. Ça date de 2006. La ligne est entièrement aménagée aujourd'hui. Elle est entièrement aménagée. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. J'ai tous les documents pour vous les donner. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble, mais regardons ce dossier, Monsieur Barnier. Mais je suis ouvert au dialogue. Attendez, M. Ibanez. Et on peut tout de suite mettre les camions sur cette ligne. M. Ibanez, je voudrais que vous répondiez à M. Barnier. Quand il dit c'est un projet à 40, 50 ans qui va effectivement diminuer le volume de poids lourds. Pourquoi êtes-vous contre? On n'arrive pas bien à comprendre. Parce que votre question n'est pas la bonne. Je vais vous donner la réponse. Excusez-moi. La réponse, c'est que dans 40 ans, dans 50 ans... Ce n'est pas la bonne question, mais vous avez la bonne réponse. Non, mais c'est probable. Mais parce que vous êtes en train de me parler de 40 à 50 ans. En matière de santé publique, on discute d'aujourd'hui. La santé publique, c'est aujourd'hui. Ça sera plus grave dans 30 ans. Attendez. Beaucoup plus grave. Ça fait 30 ans qu'on nous le dit. Ça sera insupportable. Ça fait 30 ans qu'on nous le dit. Et les camions ont diminué depuis 1994. Depuis 4 ans. Aujourd'hui, nous avons moins de camions. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir plus. Moins de camions que ce qu'il y avait en 1990. Vous le savez parfaitement. On a moins de camions, moins de tonnage. Pour des raisons qui sont un peu techniques, on ne va pas revenir dessus. Mais pas ce qui est important... C'est la crise qui explique... Non, 1994, les chutes. Ce n'est pas 2008. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas contre le report modal dans 40 ans. Je dis il est possible dès aujourd'hui. Nous le disons. Quand vous voyez les coûts... Parce que le projet Turin, c'est ça? Exactement. Nous le pensons et nous craignons que ce soit vrai. Quand vous voyez les coûts dont nous parlons, dire on le fera plus tard, parce que vous dites vous-même que ça sera utile plus tard, ce n'est pas responsable. Alors, si vous êtes responsable dans les générations futures... Comment se fait-il que sur l'ensemble de la France, où il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de fret ferroviaire aujourd'hui? Comment se fait-il que sur l'ensemble de la France, 70% du réseau ferré français est un profil de plaine? Pas de problème de pente, pas de problème de rien du tout, Monsieur Barnier. Il y a des liaisons, il n'y a pas des liaisons ferroviaires. Il n'y a pas de fret ferroviaire. Il y a des navettes ferroviaires entre l'Alsace et l'Espagne, vous le savez bien. Ils font 50 000 camions par an. Ils font 50 000 camions par an, c'est-à-dire 2 jours de circulation sur l'autoroute. Je voudrais revenir rapidement. On n'a plus beaucoup de temps sur ce débat. Je voudrais vous poser une question. On pourrait continuer. Oui, bien sûr, parce que c'est un débat qu'on aura encore. Mais c'est pour moi un grand chantier écologique. Monsieur Barnier, on peut discuter des modalités, mais c'est un grand chantier écologique. Est-ce qu'en tout cas, c'est un chantier aujourd'hui qui vous paraît
inéluctable et qui maintenant, si je peux me permettre le jeu de mots, est lancé sur des rails et qu'on ne pourra pas arrêter. 1 milliard a déjà été investi. Oui, L'Europe veut investir 40% du coût, en tout cas, du tunnel le de base. Est-ce que maintenant on ne peut plus arrêter ce projet ? Le Parlement européen, élu démocratiquement, a confirmé ce choix. La nouvelle commissaire a confirmé cette orientation. Le tunnel de base, qui était le centre du projet. Donc le super tunnel de 57 qui va d'ailleurs être kilomètres. utile à la fois pour les voyageurs et pour le fret, qui va améliorer la situation assez rapidement, va se faire. Et la question maintenant n'est pas de savoir s'il va se faire, mais quand les travaux vont commencer, au-delà des premiers travaux qui ont été faits pour le prix que vous avez indiqué. Après, moi, si les électeurs me font confiance et à nos équipes, nous travaillerons dans la concertation pour résoudre les problèmes qui sont de vrais problèmes. Celui de la protection des riverains, celui de la protection des terres agricoles, celui du coût des bonnes dessertes. La nouvelle municipalité de Chambéry, que préside Michel Dantin, a peut-être une opinion différente de la précédente sur la manière de faire passer le TGV voyageurs et où le faire passer. Ça se discute. Est-ce qu'il n'y a pas le moyen de rediscuter entre l'Isère et la Savoie d'une gare commune ? Tout ça, ce sont des questions qui peuvent se poser. Et nous avons le temps, puisque le chantier du tunnel de base va durer entre 10 et 12 ans. Donc, nous n'avons pas le temps pour reporter les camions, il faut le faire tout de suite. Et moi, je suggère une seule chose. Vous proposez de le reporter vous-même ? Non, je dis simplement, montrez-nous ce qu'on est capable de faire. Et je ne dis qu'une chose, les promoteurs du Lyon-Turin, qu'ils fassent comme tous les dirigeants de ce pays. Ils donnent leur garantie personnelle, et puis moi, je les incite à créer une société Eurotunnel pour Lyon-Turin et de mettre leur argent dans cette société. Là, on va voir les convaincus. Là, on va vraiment voir les convaincus. Est-ce que néanmoins, aujourd'hui, ce projet vous semble inéluctable ou comment vous allez essayer de le bloquer ? Je pense que le bon sens amène forcément à considérer qu'un tunnel, qui est une chapelle dans le désert, de 12 à 14 milliards d'euros au minimum, qui aujourd'hui... Pourquoi vous dites 12 à 14 ? Non, parce que vous avez des experts indépendants qui ont parlé de 12 à 14 milliards. Et je vous rappelle que l'évaluation de 8 milliards et demi, M. Barnier ne va pas me contredire, est une évaluation qui est faite uniquement en interne sur Lyon-Turin Ferroviaire, puisque l'appel de marché a été annulé, et que ces 8 milliards et demi sont basés sur l'avant-projet sommaire et le projet préliminaire en Italie. C'est donc pas sur le projet définitif. Je dis une seule chose, Monsieur Barnier, reconnaissons une chose. Toutes les prévisions depuis 25 ans se sont révélées fausses sur la saturation de l'existant. Ensuite de ça, tous les coûts ont été surévalués, sous-évalués. De 3 milliards, on est passé à 26 milliards et probablement à 30 ou 40 milliards. Reconnaissons ça, travaillons pour faire du report modal tout de suite pour la santé publique. Allez très vite, M. Barnier, parce que c'est l'heure du journal maintenant. J'écoute M. Ibanez avec beaucoup d'attention et je continuerai à le faire. Je sais son argument sur les estimations qui ont... Mais il faut tenir compte de la crise. Si vous enlevez l'effet de la crise, qui dure quand même, qui est extrêmement violente, vous aboutissez à des justifications de transport et de transit qui justifient cet investissement. Il y a un intérêt écologique très vite qui est sous-estimé, me semble-t-il, et je le regrette par les écologistes. Il y a un intérêt économique pour une meilleure accessibilité pour la France au marché italien. Et puis, il y a un intérêt régional, parce que si on ne fait pas ce tunnel, une grande partie de cette grande région que j'espère animer avec d'autres, sera exclu des grandes liaisons européennes. Voilà pourquoi l'Europe a fait de ce dossier un de ses dossiers prioritaires. Merci, parce qu'il s'agit nous pouvons les réaliser aujourd'hui. Il s'agit d'une échénement entre Kiev aujourd'hui. Et l'Espagne. Merci, Monsieur Ibanez, d'être venu parler de votre opposition à ce projet. Il est un peu plus de midi. On va faire un point sur l'actualité de ce matin en Rhône-Alpes avec Julien Sauvadon et on se retrouve tout de suite après. Bonjour Julien. Merci Julien, et à ce soir. La Voix est libre, dernière partie. Notre invité cette semaine, c'est Michel Barnier, ancien ministre, ancien député, ancien commissaire européen et peut-être futur président de région. On va passer en revue avec vous quelques temps forts de l'actualité de cette semaine et on va continuer à parler Europe, la croissance, le chiffre avec lequel personne n'est jamais d'accord. Paris estime qu'elle sera de 1% l'an prochain, mais Bruxelles table plutôt sur une croissance française toujours aussi atone, à 0,7%. Globalement, l'économie de toute la zone euro tourne au ralenti avec une progression de PIB prévue l'an prochain qui devrait être limitée à 1,1%. Alors à qui la faute ? Il y a 15 jours, dans La Voix est libre, on recevait le député socialiste frondeur Pierre-Alain Muet, très critique sur la politique européenne. Personne ne devrait s'étonner que l'Europe s'enfonce à nouveau dans le marasme. C'est le résultat prévisible des politiques aberrantes conduites par les dirigeants européens et qui sont de mauvais remède. On pourrait dire que c'est un gauchiste qui a dit ça. Non. Éditorial du New York Times le 17 août. Les États-Unis sont sortis de la crise. L'Europe s'est enfoncée dans une crise absurde par des politiques mal calibrées, mal évaluées, où chacun n'a pensé qu'à lui. Et c'est l'éternel problème de l'Europe. C'est une forme d'égoïsme
individuelle qui peut conduire à des situations dramatiques collectivement. Je vous laisse répondre, Michel Barnier. Monsieur Muet a raison sur un point, c'est le chacun pour soi qui est en grande partie responsable de la faiblesse de l'Europe pour réagir à la crise. Jacques Delors, d'ailleurs, l'avait dit à l'époque, on ne peut pas avoir l'union monétaire et la désunion économique. C'est précisément ce que nous avons corrigé depuis 5 ans en créant, avec des traités, une coordination économique, budgétaire, fiscale, pour que le règlement de copropriété de l'euro soit respecté, que ce ne soit pas chacun pour soi, parce qu'on a bien vu dans cette affaire de l'Europe que le problème de l'un, la Grèce, devenait très vite le problème de tous. Maintenant, ce qui est absurde, pour reprendre le mot de M. Muet, c'est de faire croire aux gens qui nous écoutent, et moi je pense que les citoyens sont plus intelligents que certains hommes politiques ou certaines femmes politiques ne le croient, qu'on fait de la croissance et de l'emploi avec des dettes. Si c'était ça... C'est l'argument de Pierre Lamy qui dit les politiques d'austérité moi je pense que c'est absurde. Étouffent la croissance. Et c'est irresponsable. Faire croire qu'on peut faire de l'emploi, de la croissance avec de la dette, si c'était vrai, ça se saurait. Si c'était vrai, la France n'aurait pas de chômage. C'est un des pays les plus endettés. Nous avons 96% de PIB de dette aujourd'hui. Ça, ce sont des impôts pour nos enfants. Moi, je n'ai pas envie qu'on soit irresponsable ou qu'on continue à être irresponsable, gauche et droite confondues, pour l'avenir. Donc, c'est pas vrai. Mais quand on consacre l'argent au remboursement de la dette, on ne la consacre pas à l'activité économique. C'est exactement ce que je vous dis. Quand on dépense 46 milliards par an pour le service de la dette, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Combien de temps ça va continuer? Voilà pourquoi il faut mieux gérer la France. C'est aussi pourquoi je suis favorable à cette idée de mutualiser les régions, de diminuer les frais de fonctionnement de la France. Les gens en ont ras-le-bol des impôts. Les entreprises en ont ras-le-bol. Tout est stoppé dans ce pays parce que les gens en ont ras-le-bol. Ils n'ont plus confiance. Donc ça suffit, ce discours de démagogie, de faire croire qu'il suffit d'augmenter, de faire marcher la planche à billets comme aux États-Unis, d'augmenter ça veut dire qu'on augmente les impôts un jour ou l'autre. Il faut bien que quelqu'un paye. Donc il faut faire des réformes. C'est ce que d'ailleurs M. Valls est en train de faire, malgré des gens comme M. Muet, qui sont dans sa majorité pourtant. Une semaine qui a été marquée par la colère des agriculteurs. Manifestation mercredi est très spectaculaire, notamment dans les rues de Valence, où les dégâts ont été particulièrement importants, estimés à 70 000 euros par le maire UMP de la ville, Nicolas Daragon. Au niveau national, il y a eu une centaine de manifestations, plus de 35 000 agriculteurs mobilisés, ce qui est assez exceptionnel. Motif de la colère, écoutez ces agriculteurs justement rencontrés à Valence. On fait de la paperasse, on a une règle qui nous oblige de faire ça. Il y en a une autre qui nous contredit si on fait ça, qui nous oblige de faire autre chose. On ne travaille plus du tout dans le bon sens environnemental et agronomique, dans le sens de la culture, de la pousse des plantes, parce que la réglementation nous l'interdit. On est tombé sur la tête. Eh oh, gouvernement de ce pays, qui nous attend, merde! On est dans une société de l'image. Et vous pouvez écrire des courriers à l'administration, vous pouvez interpeller des ministres, vous pouvez écrire dans les journaux, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, voilà, à un moment donné, il faut se montrer et être fier de ce qu'on est. Et ce qu'on a dit depuis ce matin, nous sommes à visage découvert parce que nous ne sommes pas là contre notre pays, nous sommes là pour notre pays. Vous avez été ministre de l'Agriculture, Michel Barnier, et l'Europe, évidemment, on peut rappeler que le premier budget de l'Europe, ça reste quand même l'agriculture et l'aide aux agriculteurs. On est étouffé par la paperasse, par les démarches administratives, par les réglementations européennes notamment, disent ces agriculteurs. Moi, j'ai été très fier d'être le ministre des paysans et des pêcheurs pendant 2 ans, d'avoir fait une réforme importante de la politique agricole commune pour qu'elle soit plus juste, faire basculer 1,5 milliard de crédits vers l'élevage, notamment vers des filières qui étaient en voie de disparition, pas seulement dans le Massif central ou en Auvergne, mais un peu partout, la filière ovine ou la filière caprine. Et je pense que ces agriculteurs qui sont fiers de faire ce travail, qui permet à la France et à l'Europe de se nourrir, je ne parle pas des méthodes qu'ils utilisent, mais leur cri doit être entendu. C'est aussi pourquoi je crois à la région, parce qu'il y a plein de choses... C'est un cri anti-européen. Hein. Non, c'est un cri contre l'application parfois beaucoup plus zélé de certains textes en France que dans d'autres pays, contre des disparités, contre des mauvaises concurrences, notamment dans l'usage des produits phytosanitaires. Donc il faut entendre ce cri et simplifier les choses, que les gens puissent faire leur travail. Voilà ce que je pense. Nicolas Sarkozy sera en meeting à Saint-Étienne jeudi prochain et ce sera du reste son unique meeting dans la région Rhône-Alpes. L'élection à la tête de l'UMP, elle, est prévue le 29 novembre. 3 candidats vont s'affronter, outre l'ancien président de la République, Hervé Lemaire et le député de la Drôme, Bruno Le Maire d'ailleurs. Hervé, c'est Mariton, le député de la Drôme, Hervé Mariton. Nicolas Sarkozy est très largement favori, même si sa cote ne cesse de baisser.
Est-ce que, Michel Barnier, vous serez au meeting stéphanois de Nicolas Sarkozy jeudi prochain? La réponse est oui, bien sûr. J'ai toujours été loyal avec Nicolas Sarkozy. Bien sûr, c'est pas si évident. On pourrait y être à celui de Bruno Le Maire, voire à celui de Mariton. Enfin, Mariton, ça m'étonnerait. Mais... Depuis 1993, je connais Nicolas Sarkozy depuis très longtemps. Nous ne nous ressemblons pas, on ne vient pas du même endroit. Et pourtant, j'ai toujours été loyal avec lui. On a toujours travaillé ensemble intelligemment, dans le respect mutuel de nos convictions. J'étais avec lui dès 2006, avant l'élection présidentielle. Il m'a nommé ministre, avec François Fillon, de l'agriculture et de la pêche, précisément, pour porter ce grand secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est grâce à lui que j'ai été commissaire européen, donc je suis loyal à son égard et je souhaite le rester. Donc vous le soutenez pour la présidence de l'UMP? Bien sûr. Ça vous semble le meilleur candidat? Mais je connais bien Bruno Le Maire, qui est succédé au ministère de l'Agriculture. Je connais bien Hervé Mariton, qui a beaucoup d'amis dans cette grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc je trouve très respectable leur combat, le fait qu'ils affirment leur opinion, malgré le contexte, et qu'ils le fassent avec beaucoup de courage. Donc je trouve d'ailleurs bien que l'UMP montre enfin, de manière transparente, après beaucoup de polémiques qui ont coûté très cher en crédibilité, montre enfin ce visage d'un parti démocratique. Laurent Wauquiez est assez proche, lui aussi, de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous sentez aussi avec Nicolas Sarkozy une proximité plus idéologique? On vous dit vous êtes beaucoup plus centriste. Je ne suis pas centriste. J'ai toujours pensé que le centre, la famille chrétienne-démocrate était très importante. Je pense que l'alternance doit se produire en France par une alliance entre une droite républicaine et un centre fort. Voilà ce que je pense depuis toujours. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai animé le département de la Savoie et c'est comme ça que je souhaite animer cette grande région, notre grande région, Rhône-Alpes-Auvergne, ensemble. Donc le positionnement de Nicolas Sarkozy en 2012 a dû vous chagriner. Oui, il y a des choses qui ne m'ont pas plu, naturellement. Moi, ma ligne, elle est celle d'être gaulliste, européen, progressiste. Je ne vais pas changer aujourd'hui. L'UMP aura un avenir si elle reste un parti pluriel, si son parti ressemble à la France, ce qui n'a pas été souvent le cas dans les années passées. Il faut que ce parti ressemble à la France. Dans l'actualité de la semaine, on a aussi retenu cette information assez incroyable dont l'équipe s'est largement fait l'écho dans son édition de lundi. Plus personne, ou en tout cas plus grand monde, ne veut organiser les Jeux Olympiques d'hiver pour ceux de 2022. Oslo, Munich, Stockholm ont retiré leur candidature. Ne reste plus que celle de Pékin et du Kazakhstan. Le CIO tranchera entre les deux à la fin du mois de juillet. Tout le monde semble avoir été refroidi, c'est le cas de le dire, par la délirante facture des JO de Sochi avec ses 32 milliards d'euros dépensés, 18 fois plus que pour les Jeux Olympiques d'Albertville, dont vous étiez le co-organisateur, on l'a rappelé tout à l'heure, Michel Barnier. C'est un sujet que vous connaissez évidemment très bien, l'olympisme. Est-ce que déjà le massif alpin français devrait à nouveau être candidat à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver après l'échec d'Annecy 2018 ? Je pense qu'il faut qu'on garde cette ambition, où Grenoble, où la Savoie, ou la Haute-Savoie ont toutes les qualités pour un jour à nouveau accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Pour reprendre une anaphore connue, vous, président de région, vous porterez une candidature olympique? Je ne peux pas dire ça aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on décide comme ça, tout seul dans son coin. Il faut des villes, une ville pour porter, parfois maintenant la charte olympique le permet, plusieurs villes. Ça peut être aussi une ville suisse et une ville française, pourquoi pas. La charte olympique permet de mutualiser ces candidatures, c'est une idée intéressante. Il faut un accord du mouvement olympique, il faut un consensus politique. Je veux rappeler, par rapport au débat qui a lieu à Paris en ce moment, que si j'ai pu mener avec Jean-Claude Killy cette candidature d'Albertville, la candidature, c'est parce que, avec notamment un homme que je respecte, Louis Besson, qui était le responsable du Parti socialiste en Savoie, nous avons trouvé un accord et qu'on a fait preuve de ce que j'appelle l'intelligence entre nous. Les Jeux Olympiques, c'est un sujet d'intelligence nationale et d'abord régionale, et on ne peut pas gagner autrement qu'en faisant preuve d'intelligence, c'est-à-dire d'un consensus politique, et bien au-delà. Et puis il faut que les sportifs, pour qui on organise les Jeux, soient en tête. Il faut que ça change les Jeux par rapport à ce qu'a été Sochi, justement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation où il y avait beaucoup de concurrence pour Annecy 2018, et c'est la Corée finalement qui l'a emporté. Aujourd'hui, peu de villes veulent organiser les JO d'hiver parce que Sochi a effrayé beaucoup de monde. Sochi, d'abord, des Jeux réussis. Il n'y a pas eu de problème dans l'organisation. Jean-Claude Killy, d'ailleurs, pourrait le dire mieux que moi. Mais c'est vrai que certains chiffres, certains équipements qui dépendaient des autorités russes sont très élevés, font peur peut-être à d'autres villes candidates, mais on peut faire autrement, en tenant compte du terrain. Regardez, j'ai l'exemple de 2 jeux très montagnards. Ceux que nous avons organisés en 92,
en Savoie. Et puis 2 ans plus tard, puisqu'il y avait une alternance qui était créée, les Jeux de Lillehammer en Norvège. C'était des jeux montagnards à taille humaine, avec un souci de l'écologie. Il faut que le dossier techniquement soit impeccable. Il faut qu'écologiquement, il soit impeccable. Et il faut qu'il y ait un consensus politique, je le redis. Jeudi soir à la télévision, François Hollande a annoncé qu'on relançait la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques d'été de 2024. Est-ce qu'une candidature française aux JO d'été torpille de fait une candidature française aux JO d'hiver ? Bon, c'est difficile d'avoir les deux. D'ailleurs, quand on a essayé d'avoir les deux, ça n'a pas marché. On a gagné, nous, en 92. Et Paris, à l'époque, a été battu par Barcelone, ce qui d'ailleurs était, de mon point de vue, prévisible. C'est difficile d'avoir les deux. Donc il faudra choisir. Mais encore une fois, il faut une ville candidate, un accord du mouvement olympique français, qui est moteur dans cette affaire, et un consensus politique. J'ai avant-hier entendu Mme Hidalgo répondre, sans le citer d'ailleurs au président de la République. Je trouve ça un peu bizarre que des annonces comme ça soient faites sans qu'il y ait une concertation. Je pense qu'il faut garder son calme, remettre les choses à plat. Ma réponse est oui à votre question. Je pense que notre pays a besoin de telles perspectives. Pour une raison que je veux dire qui intéresse les gens du terrain. Quand vous voyez une commune qui a des associations sportives avec tant de bénévoles, quand vous voyez un département qui organise des événements, pas toujours internationaux, un pays qui fait les Jeux Olympiques, un territoire qui est sportif, il a plus de morale. Voilà ce que je pense. Il a plus de dynamisme. Ça, je suis convaincu de ça. Merci beaucoup. Je voudrais que cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes garde l'ambition, au-delà de son tissu associatif bénévole, d'accueillir de grands événements de temps en temps. Merci Michel Barnier d'avoir participé à cette émission. Les programmes régionaux du samedi sur France 3. La case documentaire à 15h20. On va beaucoup parler du centenaire de la Première Guerre mondiale avec un film où est posée une question troublante. Y avait-il vraiment en France, au moment de la déclaration de guerre en 1914, ce qu'on a appelé l'Union sacrée ? À 16h30, Laurent Guillaume et ses chroniques d'en haut consacrées à cette montagne qu'on appelle le totem d'Italie, le Mont Viso, et qu'on peut contempler depuis la magnifique et sauvage région du Queyras dans les Hautes-Alpes. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Francis Bernès, Claire Thomas, le Bureau européen de France Télévisions à Bruxelles, Pascal Denot, bien entendu, l'infatigable, aimable et remarquable Adrien Gros-Radenez. Prochaine Voix libre dans une semaine avec Fabrice Cagnin. Passez tous un excellent week-end.